Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on a déjà commencé à tenter de se mettre d'accord dès aujourd'hui en cette Saint-Valentin. On devrait y arriver normalement avec nos 4 débatteurs. Dans un instant, je vais vous présenter le plateau du jour. On va revenir sur la déclaration de l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin, l'invité politique, la présidente des Pays de Loire, Christelle Morancé, qui rêverait d'avoir un Elon Musk français. Nous n'en avons pas et c'est bien dommage, a-t-elle dit. Vous l'entendrez dans un instant. L'affaire Betaram qui envahit la sphère médiatique, cette affaire qui dure depuis des années en Béarn et qui aujourd'hui revient comme un boomerang auprès du Premier ministre. Est-ce que François Bayrou peut être inquiété après les différentes révélations ou par révélation en tous les cas sur les propos du Premier ministre qui affirmait l'autre jour à l'Assemblée nationale qu'il n'était au courant de rien. Bruno Retailleau qui veut classer 25 villes en sécurité renforcée, un nouvel arsenal pour tenter d'endiguer le phénomène du narcotrafic, et puis le duo Trump-Poutine qui s'entendent sur le dossier ukrainien sans la France. Est-ce que la France peut encore peser dans ce dossier? Est-ce que c'est l'Ukraine qui est sacrifiée? On va en parler avec nos 4 débatteurs que je salue. Arnaud Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Fondateur de l'agence lanote.com. Nicolas Corato qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Christine. Merci d'être là. Président fondateur du think tank Place de la République, Mehdi Reich. Bonjour Mehdi. Bonjour. Analyste politique. Et Pierre Martinet. Bonjour Pierre. Fondateur de Wincop Security Défense. Vous êtes un ancien de la DGSE. Donc l'affaire Poutine et Trump. Et on va en parler avec vous évidemment. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, Nicolas, puisque vous êtes avec nous. Vous avez un coup de cœur littéraire. Ça tombe bien, hein, le vendredi. Je rappelle aussi l'émission Livre avec Valérie Expert. Gilbert Collard, c'est aussi sur Sud Radio, c'est leur conseil lecture, mais vous en avez un, c'est le livre de David Fuenquinos qui fait un carton. Oui, je voulais parler d'un livre et donner un coup de cœur à un livre que j'ai pas lu. Gérard. Oui, Nicolas, Pardon. Allez-y, on me parle dans l'oreillette, c'est pour ça. Non, mais pas de souci. Je voulais vous parler d'un livre que je n'ai pas lu. Alors, c'est souvent le cas des chroniqueurs qui ne le disent pas. Parfois, des journalistes, pas vous, Christine, mais de certains journalistes. Pourquoi je vous parle d'un livre que je n'ai pas lu? Parce que c'est un livre qui est en train de devenir un phénomène, tout comme son auteur. Alors, son auteur, c'est David Fuenquinos. Et le livre, c'est Tout le monde aime Clara, qui vient de sortir, et qui est un livre qui est en train de faire un carton, et qui est en train de faire un carton, comme tous les livres de Fuenquinos, beaucoup chez les jeunes. Et David Fuenquinos, qui est un écrivain pour tous les âges, de 7 à 77 ans, réussit à faire aimer la lecture, et la lecture contemporaine, aux adolescents. Alors c'est prouvé, il y a des études qui le montrent, et puis il n'y a qu'à regarder les adolescents se comporter avec les livres de David Fuenquinos, qui se les passent, qui se les repassent, qui se les échangent, qui se les achètent les uns les autres, qui se les offrent en cadeau, pour comprendre qu'il y a là un phénomène qui est littéraire, certes, mais aussi sociologique. Et d'ailleurs, je donne le conseil à tous les parents qui désespèrent de voir leurs ados de ne pas lire, essayez, offrez-leur un des livres de David Fuenquinos, n'importe lequel, La solitude numéro 2 ou le dernier qui vient de sortir, et vous verrez que les adolescents sont assez attirés par le style de David Fuenquinos, qui est un style à la fois très simple, très bien écrit, et puis des sujets qui leur parlent, qui sont des sujets d'aujourd'hui, finalement qui leur montrent que la littérature peut se saisir d'objets qui sont ceux du monde contemporain et pas nécessairement d'objets qui parfois leur paraissent un peu éloignés, comme ceux par exemple qu'on leur propose de lire à l'école. Je critique pas les programmes scolaires, mais il faut reconnaître que parfois la littérature a difficilement d'accro ou d'accroche vis-à-vis d'un public adolescent. Et donc voilà de la très bonne littérature écrite par un très grand écrivain qui arrive à séduire les jeunes. Et je pense qu'il faut s'en féliciter et peut-être le promouvoir auprès de tous ces adolescents qui parfois passent trop de temps devant leurs écrans et pas assez devant les pages blanches. Mais je dis, et je rappelle, que 81% des jeunes lisent. Régulièrement et en dehors de leurs études. Et pour la petite histoire, David Fuenquinos qui a utilisé l'IA pour trouver le titre de son livre. Il le reconnaît lui-même en disant j'ai demandé à ChatGPT de me trouver un titre pour mon livre. Et c'est pour ça que ça s'appelle Tout le monde aime Clara. C'est aux éditions Gallimard. Je vois certains qui réagissent sur les jeunes et la lecture. Non, Ce serait déjà bien qu'ils lisent Balzac. C'est dans le programme. Oui, c'est dans le programme, mais non, mais là on est en train de vous expliquer que quelquefois la littérature, faut s'adapter, etc. Non, la littérature, c'est pas fait pour s'adapter, en fait.
en vrai. Mais vous avez La lu littérature, Balzac? c'est un choix Est-ce aussi. que vous avez, C'est un est-ce choix que, aussi. qui a lu Balzac autour de cette table? Vous plaisantez ou quoi? Tout Balzac. Bah non, pas tout Balzac. Non, mais Les incontournables. Bah oui, enfin, je veux dire, en plus, c'était, en effet, à l'époque, c'était au programme. Il y avait un super truc qui s'appelait La Gare des Michards. Je sais pas si vous en souvenez. Oui, ça, je m'en souviens très très bien. Voilà, J'ai pas bah, connu, déjà, moi, je suis trop jeune. ça, non, mais je veux dire, déjà de base, les humanités. C'est pas fait pour s'amuser. Si vous voulez vous amuser, vous lisez à la maison. Moi, je lisais plein d'autres trucs à la maison. J'étais déjà fan Amélie, donc je lisais les Jean Mabir, les Erwan Bergo, les Pierre Sergent, etc. En plus de ce que j'étudiais, à l'école. La littérature, elle est là aussi pour former le caractère, former le vocabulaire, former une vision du monde. Vous pensez que, sérieusement, est-ce que Stendhal, c'est pas facile d'accès, les descriptions sont extrêmement longues, mais qu'est-ce que ça vous apporte comme vocabulaire, qu'est-ce que ça vous apporte comme description, etc. Je vais vous taquiner. Je dis pas que Fuenquinos, c'est mal. Je vais vous taquiner un petit peu. Les jeunes. Est-ce que quand vous étiez adolescent, quand vous obligeait à lire justement Stendhal, vous ne trouviez pas ça un peu rédhibitoire ou en tous les cas un peu lourd et que finalement on y revient plus tard et que ce que dit Nicolas peut-être c'est peu importe ce qu'ils lisent, tant qu'ils lisent c'est déjà l'essentiel. Parce qu'il y a de la littérature jeunesse qui marche très bien. On sait par exemple que les Harry Potter ont permis à des générations à l'époque quand c'est sorti de rentrer dans la littérature. Edgar Allan Poe c'est très bien aussi, Lovecraft aussi. Il faut arrêter avec les... Lovecraft c'est génial. Je signale juste à mon camarade de plateau. Je signale juste à mon camarade de plateau que Balzac est toujours au programme. Il faut arrêter de répandre des rumeurs de déclin permanent. Les jeunes, au collège et au lycée, lisent toujours Balzac. Plus la princesse de Clèves depuis 2007 en tout cas. Alors, on fait un peu des grands écarts parce que je suis assez d'accord avec vous. Il faut lire absolument. Mais je trouve aujourd'hui qu'on fait quand même des grands écarts entre Balzac et des textes de Jamel Debbouze qui sont étudiés aussi dans certaines écoles. C'est la réalité, hein, ça c'est déjà arrivé. Et je te rejoins également parce qu'on a aussi besoin de lire beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai toujours lu des parcours humains et pas uniquement à l'école. Hein. J'ai toujours lu à côté les parcours de cette période-là, mais les parcours aussi comme Tabarly, comme Frison Roche. Beaucoup de Joseph Kessel, enfin tous ces livres-là, et évidemment, fantastique. Et évidemment de Saint-Exupéry qui m'accompagne depuis toujours. Donc ça, c'est aussi en fonction de ce que l'on est, de son propre parcours également, et de ce qu'on aime lire. Et c'est aussi grâce à ces lectures-là qu'on peut s'orienter après. Et c'est exactement ce qui m'a permis d'aller dans des univers que je lisais quand j'étais jeune. Mehdi. Moi, j'ai lu assez tard. Oui. En fait, T'es bien rattrapé. Oui, beaucoup. Je me suis vraiment. Mais quand tard, vous dites tard, ça veut dire. En fait, le rapport, je pense aussi que c'est une question de contexte. Moi, j'étais pas dans une famille où on lisait beaucoup de base. Donc j'ai pas eu ce goût pour la littérature très vite. Les grands classiques, ce qu'on appelle. Oui, voilà. Pour moi, à l'école, lire Stendhal, en vrai, il y avait un côté un peu rébarbatif, ça m'amusait pas beaucoup. Par contre, quand j'ai commencé à avoir 17, 18 ans, 19 ans, que là, j'ai commencé à être à la fac, j'ai eu un autre rapport à la littérature et j'ai eu un autre rapport au papier. Ouais. Pour moi, c'est le fait d'avoir le papier entre les mains, vraiment de me plonger dans des sujets qui m'intéressent. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, Stendhal, c'est de cette époque-là, pourquoi je ne l'ai pas lu comme à l'époque ? Et ensuite, je me suis replongé dans les littératures passées. Et c'est vrai que, pour moi, il faut rentrer dans la littérature. Je pense qu'effectivement, le sujet est intéressant. Mais il y a aussi une manière de pratiquer le livre qui, aujourd'hui, n'est pas forcément bien faite. Dernière chose, rapidement, Pierre Martinet. Depuis 20 ans, je publie des livres, hein, dont le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, je fais beaucoup de salons de livres. Et c'est étonnant de voir autant de jeunes venir vers des univers comme le mien. Et il y a beaucoup de jeunes dans les salons de livres et je pense que c'est pas perdu. Hein. Ils sont pas uniquement sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans les salons. Mais par exemple, les mangas. Moi, j'ai beaucoup lu dans les. Moi, mon père, il avait toute une collection de Marvel. Donc j'ai en partie appris à lire dans les Marvel. Les Doctor Strange, à l'époque, c'était ça. Donc moi, je lisais. Enfin, je regardais les images et j'ai appris à lire et à travailler mon imaginaire avec les Marvel. Et en même temps, je lisais l'encyclopédie tout l'univers. Donc j'avais un écart type qui était énorme. Et ensuite, ça m'a amené plus tard à avoir un rapport au papier, livre qui était très différent de la moyenne. Voilà. Il faut quand même que les jeunes se retrouvent avec j'ai pas la ref. Oui. Quand on parle de littérature, ça commence à devenir gonflant. Ah, mais non, mais soyez pas défaitistes. Ah non, c'est pas une question de défaitisme. Il suffit de travailler avec des jeunes qui rentrent dans le milieu, dans
l'univers du travail. Ils ont d'autres rêves que nous, on n'a pas forcément. Allez, on continue dans un instant. On a l'info à faire et les courses et on se retrouve avec vous 4 pour tenter de se mettre d'accord sur tous les sujets du jour de ce vendredi 14 février. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et toujours en compagnie d'Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence lanote.com, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Mehdi Raïch, analyste politique, Pierre Martinet, fondateur de Wincorp Sécurité Défense, ancien cadre de la DGSE, c'est comme ça qu'on dit, hein? Service Action plutôt. Service Action. De la DGSE, c'est la branche armée clandestine des services secrets. D'accord. Pour être précis, on va parler dans un instant de la déclaration de Christelle Morancé ce matin sur Sud Radio dans l'émission et l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, la présidente de la région Pays de Loire, qui rêve d'avoir un Musk français. Elle dit on rêverait tous d'en avoir un. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? L'affaire Betaram, est-ce que François Bayrou peut-il être inquiété dans ce dossier? Bruno Retailleau qui a décidé de classer 25 villes à sécurité renforcée. Est-ce un énième plan pour tenter d'enrayer la montée de l'insécurité liée au trafic de stupéfiants? Et puis le nouveau couple du moment, Trump-Poutine, ils vont réussir à faire la paix en Ukraine, nous disent-ils, avec les déclarations aussi du président français cette nuit. Est-ce que ça se fera sans l'Ukraine? La France peut-elle encore peser dans ce dossier? On verra ça avec vous 4. On est en train de faire le tour des coups de cœur et des coups de gueule. Alors Nicolas parlait du succès des livres et de la jeunesse qui lit quand même et encore. Donc il y avait un débat aussi hors antenne. Nicolas, vous êtes à distance, c'est pour ça que je vous dis que on a continué à discuter. On va continuer avec vous, Pierre. Cette fois, c'est un coup de gueule contre l'assignation à résidence d'un des frères des attentats du 13 novembre. Oui, encore une fois, c'est un coup de gueule. Il faudrait que j'essaye d'avoir des coups de cœur. Surtout le jour de la Saint-Valentin, trouver des trucs. Non, je plaisante. Non, mais c'était aujourd'hui la Saint-Valentin. Oui. Ah mince, on m'a rien dit. Oui, c'est un coup de gueule parce que c'est assez significatif de notre impuissance face à cet univers-là, c'est-à-dire au terrorisme islamiste. Encore une fois, j'ai pris pas mal de notes parce que c'est assez intéressant. Je parle de Karim Mohamed Agad. C'est le frère d'un des terroriste islamiste qui a attaqué le Bataclan le 13 novembre, qui a fait partie de cet attentat qui restera toujours dans ma mémoire. Hein. C'est un peu le 11 septembre, c'est un peu le 7 octobre, c'est le 13 novembre en France, c'est le 11 mars pour les Espagnols et les Anglais aussi. Ça reste une date assez marquante, et toujours marquante. Ça va faire 10 ans cette année. Et donc ce Karim Mohamed Agad est parti faire le djihad tranquillement en Syrie. Il y a entre 2013 et 2014, il a fait plusieurs passages là-bas, plusieurs mois là-bas. Ensuite, il est revenu, il a été arrêté, il a pris 9 ans de prison, il en a fait 6, bien évidemment. Ensuite, il devait respecter strictement un contrôle judiciaire. Alors oui, c'était un contrôle judiciaire qu'il avait. Il l'a pas respecté, il a repris 6 mois. Et il a été déchu de la nationalité française. Ça, c'est intéressant parce que ça a fait scandale. Vous vous souvenez quand François Hollande voulait le mettre en œuvre après les attentats du 13 novembre et cette année tragique de 2015. Et il a été déchu de sa nationalité française. Sa mère est marocaine, son père est algérien. Et donc il a demandé à ce qu'il puisse partir au Maroc. Évidemment, le Maroc a dit non. Donc aujourd'hui, il est assigné à résidence aux frais de la princesse dans un petit village de Haute-Saône. Et pourquoi je suis très en colère après ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près, dans le spectre, il y a déjà beaucoup de djihadistes qui vont revenir. Hein. Il y a des femmes qui sont revenues, des enfants qui sont revenus, de Syrie, je parle. On est incapable aujourd'hui de prendre des décisions fermes dans ce domaine-là parce que on est coincé entre le droit international, le droit français, les droits de l'homme, la CEDH, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que ce sujet revient, mais à peu près tous les 2 jours. Eh bien, on met pas. Qu'est-ce qu'on fait concrètement là? Alors oui, je vais vous agit dire. comment? On le met dans un avion et on attend que l'avion
Ne décolle pas? Je sais pas. Déjà, on doit tordre le bras à ceux qui veulent pas les récupérer. Donc il est marocain ou algérien, on le dépose sur le tarmac et on part. C'est ma solution, hein, il n'y en a pas d'autre de solution. Ensuite, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est coincé avec le droit et ces djihadistes, ces djihadistes sont sur le sol français. Aujourd'hui, il est sous les projecteurs, on en parle, mais il y en a plein d'autres comme ça. Il va y avoir à peu près 200 djihadistes qui vont sortir de prison d'ici 2027. 200. C'est pas rien, 200. C'est 2 compagnies de combat, en gros, une et demie. C'est pas rien, 200 djihadistes qui a goûté, qui ont mordu le sang, qui ont le sang dans la bouche. Ensuite, il va y avoir, il y a à peu près aujourd'hui, mais les chiffres sont phénoménaux. Il y a à peu près 20 000. J'entends ce que vous dites, Pierre, mais la question, c'est un sujet qui se pose et qui s'impose à nous. Je vais répondre à votre question. On fait quoi? Je vais répondre à votre question. Parce que là, on fait peur, mais on fait quoi? Non, mais je ne fais pas peur. Je fais pas peur. C'est juste, je décris une réalité. Il va y avoir à peu près 20 000 fichés S, mais le spectre terrorisme islamiste, qui sont aujourd'hui dans la nature. Parmi ces 20 000, il y a 3 000 ressortissants étrangers. Étrangers, je ne parle pas français. Donc, on est dans une situation explosive. Ce sont des grenades dégoupillées. Si on ne fait rien concrètement sur ce sujet, on va se reprendre un 13 novembre, on va se reprendre un Charlie Hebdo, etc., etc. Pour répondre concrètement à votre question, aujourd'hui, Gérald Darmanin, il veut des prisons d'exception pour les narcotrafics. Il faut des prisons d'exception, il faut des lois d'exception pour le terrorisme islamiste. Et pour ceux qui reviennent de Syrie, et pour ceux qui vont sortir de prison, et pour ceux qui ont du sang sur les mains. Donc tant qu'on n'aura pas pris à bras-le-corps le phénomène, on aura toujours des gens dans la nature, on va compter les morts jusqu'à ce qu'un jour il y ait des vraies heurts intercommunautaires, comme je le prédis depuis longtemps, et c'est en train de se mettre en place doucement. Donc aujourd'hui, il faut aussi des lois d'exception dans ce domaine-là. Il faut des prisons spécialisées. Un Guantanamo, quoi. Non, pas un Guantanamo. Justement, vous allez toujours à l'extrême à chaque fois. Non, mais je sais bien. Je sais pas. Quand je dis vous, c'est en général quand on veut faire ça, on dit oui à un Guantanamo. Entre les deux, il y a quand même la possibilité de faire des prisons. Il faut des lois d'exception, il faut des prisons d'exception, et surtout, écoutez, je vais vous dire une chose clairement, ces gens ne doivent pas être dehors. Voilà. Qui veut réagir à ça? À la Libération, quand on avait mis les collaborateurs les plus dangereux en prison. Mais c'était la Libération. On les avait mis à l'île de Ré. Oui, mais c'est la Libération. Après la guerre d'Algérie, l'OAS, oui. On les avait mis à l'île de Ré. Ça vous dérange? Donc on les avait mis à l'île de Ré. Il y avait un bagne à l'île de Ré. C'est ce qu'on appelait les travaux forcés, puisqu'on n'appelait plus ça le bagne. On les avait mis au régime sévère dans le bagne de l'île de Ré. Il y a moyen de faire sortir en effet ces gens, de pas les mettre au plein milieu de la pampa, à la campagne, etc. D'autant plus qu'on sait qu'il y en a un certain nombre qui régulièrement sortent des radars et reviennent et puis disent non, mais parce que en réalité j'étais pas bien, j'avais besoin de voir de la famille, etc. C'est absolument impossible de les surveiller. Impossible de les surveiller. Oui, ça fait trop de personnes. Il faudrait une dizaine de personnes pour les surveiller à plein temps. Il y en a 20 000, ça ferait 200 000 agents pour les surveiller. C'est pas possible. Une personne qui était un dignitaire de Daesh, un Français, Arnaud, je crois qu'il s'appelait Arnaud, qui veut revenir en France. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. De Val, un truc comme ça. Voilà, donc c'est sorti il y a 2-3 jours. Il est en Syrie, il veut revenir. Sa famille veut qu'il revienne en France. Mais c'est marrant parce que dans son univers mental, lui, il est en terre, ce qu'on appelle il est en terre d'islam. En fait, revenir en France, c'est revenir en terre de koufar. D'infidèles, ouais. Donc c'est quand même marrant. Enfin, l'univers mental, c'est dire, en fait, j'ai fait mon petit djihad là-bas, mais maintenant, je veux revenir en France. La logique, elle est même pas palpable d'ailleurs dans la sienne. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Donc effectivement, tu fais venir un danger. Ouais. En France. Mais les femmes, c'est pareil. Les femmes qui sont parties faire le djihad là-bas, même si elles ont des enfants. Même si elles avaient un rôle de logistique, elles font partie de la chaîne du djihadisme. Elle fait partie entièrement du terrorisme. Les femmes ont été séparées des enfants. Enfin, je veux dire, on a fait un cas particulier. Chacune des femmes Absolument. a été mise en détention, etc. Oui, elles ont répondu de leurs actes, celles qui sont rentrées. Oui, mais elles se baladent pas dans la nature. Elles vont sortir. Elles vont ressortir. Comme je vous dis, il y a à peu près. Je crois qu'il y a à peu près 200 djihadistes. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir, là, à ce jour, par rapport à l'éclairage que l'on fait sur ce cas particulier, cette assignation à résidence d'un des frères des attentats du 13 novembre, qui n'était pas lui impliqué, mais qui est impliqué Tichès. Voilà. On l'a retrouvé en face de nous, mais là-bas. S'il y avait des cellules de déradicalisation dans les prisons, voir si ça fonctionne. Nicolas, on ne vous a pas entendu sur ce sujet-là. Vous voulez rajouter quelque chose? Plusieurs choses, que c'est un sujet à la fois très grave et très complexe, et je remercie votre invité de le mettre de nouveau dans le débat public. D'abord, dire que
il faut rester humble par rapport à la manière dont on fait face au terrorisme et qui nécessite une mobilisation de toute la nation. Dire quand même qu'en 20 ans, le Parlement a voté dans notre pays 15 lois d'exception antiterroriste. Vous parliez de besoin de lois. On a voté 15 lois en 20 ans et malheureusement, le bilan du terrorisme en France n'a pas malheureusement reculé. On a donné de plus en plus de moyens, y compris légaux, aux services d'enquête, aux services d'action pour essayer de déjouer et de nous protéger. Et je crois qu'on peut leur rendre aussi hommage ce matin en disant que, et vous êtes mieux placé que quiconque, mais vous savez à quel point les services sont actifs en France et c'est quand même une pierre angulaire. Donc 15 lois d'exception, moi je ne suis pas contre une 16e, je dis juste que je constate que 15 lois d'exception n'ont pas réussi à endiguer le terrorisme, voire même n'ont pas réussi parfois à nous protéger. Vous parliez des prisons spéciales, il y a à la prison de Fresnes un quartier seulement, entièrement dédié, un quartier sécurisé. Oui, mais il est intéressant de parler par exemple avec le directeur de Fresnes qui a mis en place cette expérimentation dans ce quartier où on a parqué les djihadistes les plus dangereux avec des systèmes d'exception pénitentiaire. Et c'est intéressant d'entendre les professionnels de la pénitentiaire faire part du bilan de leur expérience. Je vous encourage à les écouter parce qu'ils ont aussi des choses à nous dire sur la manière de mieux faire face et parfois de ne pas créer des nids de radicalisation ou des nids d'opération entre ces détenus. Donc je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Ce dont je suis persuadé, c'est que c'est une question d'enquête, c'est une question d'action. Et puis peut-être dernière chose pour vous dire quand même, et vous ne l'ignorez pas monsieur, que nos services ne sont pas non plus inactifs, y compris dans les territoires et sur les territoires où sont encore un certain nombre de ressortissants français djihadistes. Je pense par exemple à la Syrie. Nous savons que nos services mènent des actions qui ont pour but de neutraliser, comme on dit, ces personnes avant même leur retour en France. Donc il y a bien un front des services français et de l'armée française au-delà du territoire français. Allez, on va s'arrêter un court instant sur Sud Radio dans cette émission Mettez-vous d'accord et on se retrouve, on poursuit la discussion avec nos 4 débatteurs du jour. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Pierre Martinet, Mehdi Raïch, Nicolas Corato, Arnaud Stéphan. On termine avant d'ouvrir d'autres coups de cœur et d'autres coups de gueule sur ce sujet. Sur donc ce que vous disiez Pierre, donc votre coup de gueule, la présence assignée à résidence dans un hôtel du côté de Lure, en Haute-Saône. Et le maire d'ailleurs s'en est ému d'avoir été informé, mis devant le fait accompli par les services de l'État de ce frère des terroristes du 13 novembre qui attend d'être expulsés, mais que le Maroc et l'Algérie refusent d'accueillir sur leur sol. On n'a pas entendu tout le monde, mais Mehdi, vous vouliez intervenir aussi. Juste une petite phrase pour répondre à monsieur. Oui, effectivement, je connais bien le sujet, puisque je faisais partie des cellules qui faisaient de l'élimination, qui préparaient des éliminations, ça s'appelle des dossiers RFA. Mais j'ai vu aussi grossir le monstre, et depuis les années 90, je faisais partie des gens qui étaient à Londonistan et toute l'Europe. On a travaillé essentiellement en Europe, mais ce que je veux vous dire, c'est on peut faire 150 000 lois antiterroristes, c'est très bien. Je sais que les services travaillent énormément là-dessus. Mes anciens camarades ont fait que ça depuis 1994 et la prise d'otages dans l'Airbus français. En revanche, il y a un domaine qui est jamais traité et qu'on traitera jamais parce qu'on veut pas le faire, parce qu'on a trop peur des répercussions dans les rues, c'est de traiter les causes et pas les conséquences. Toutes ces lois ne traitent que les conséquences. Les seules personnes responsables de ce qui se passe, c'est les frères musulmans, le salafisme, et ça, c'est cette idéologie-là qu'il faut travailler avec. Ça serait trop long pour en parler aujourd'hui, mais on a d'autres sujets. Ouais. Mehdi, sur ça rapidement. En fait, le vrai problème, c'est effectivement, en fait, on ne traite que la conséquence, effectivement, pour moi, c'est la cause. Mais en fait, ce dont on parle, c'est pas d'islamisme. En fait, ce dont on parle, c'est l'islam sunnite. Et l'islam sunnite, dans sa charia, dans la manière dont elle fonctionne, c'est l'autorité religieuse. L'autorité religieuse a le pouvoir, et c'est d'ailleurs même un des plus grands savants sunnites de notre époque, Cheikh Al-Fawzan, qui le dit, la Oumma, la communauté, ne doit pas savoir ce qu'il y a dans les textes. Vous ne devez pas le savoir, c'est nous qui avons le savoir, et d'ailleurs ils se présentent comme des savants, des scientifiques de l'islam. Tant qu'on ne fait pas ce travail sur l'autorité religieuse, tant qu'on ne va pas vérifier dans les textes ce qui est dit, on peut avoir tous les débats politiques, sociologiques, philosophiques sur la question, on ne résoudra jamais le problème. C'est l'islam sunnite, de par sa méthodologie,
méthodologie qui fabrique l'univers mental qui est propice au terrorisme. Allez, on continue. C'est un sujet en soi et ça mériterait une émission entière. Mehdi, coup de gueule. Vous, on revient sur la politique franco-française, le référendum. C'est le gadget préféré des dirigeants politiques. Pour moi, c'est un gadget. Enfin, le référendum est un mot qui cette semaine ou depuis 2-3 semaines revient à la mode. Donc pour moi, c'est un gadget politique. Il revient régulièrement en différentes voix. Pour moi, le référendum, il y a 2 problématiques avec. La première, c'est que quand je vois Emmanuel Macron qui dit, en gros, en substance, qu'il veut faire un référendum sur l'utilisation des écrans pour les jeunes. Pour moi, le référendum, il sert pas à ça. Si vous faites un référendum national, c'est pour des questions régaliennes. Immigration, institutions, parce que pour moi, il y a un vrai problème institutionnel. C'est pour des questions qui concernent véritablement le pouvoir régalien. Et donc là, déjà, ça me pose problème, parce que ça veut juste dire, au fond, qu'on s'intéresse, en fait, c'est une manière de capter l'intention, mais uniquement sur des questions qui ne nous intéressent pas. La question des écrans avec les jeunes, c'est pas du tout une question de référendum national. Et ça pose une autre question sous-jacente, ça pose la question de la décentralisation et la manière dont on veut léguer le pouvoir. Pour moi, le référendum, il doit d'abord avoir une pratique, notamment au niveau local. Si vous ne le faites pas au niveau local, les gens n'auront pas cette pratique du référendum. Je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est aussi avoir plus de proximité. On parle des maires, des personnes comme étant à portée de baffe. C'est l'expression consacrée. Donc pour moi, il y a un vrai problème à ce sujet-là. J'ai pas envie de discuter, moi, avec l'ensemble des Français si la France préfère le chocolat à la vanille. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand il s'agit de référendum, je veux parler des institutions, je veux parler de pouvoir régalien. Et ensuite, au niveau local, je veux plus de pouvoir. Je veux que les communes aient plus de pouvoir. Je veux une vraie décentralisation. Et là, on peut parler de référendums locaux. Et il faut cette pratique-là. Balancer le mot référendum comme un gadget politique, comme une solution à tous nos problèmes, ça servira à rien. Il faut une expérience de ce sujet, il faut passer d'abord par les référendums locaux, et ensuite on discutera sur des grandes questions qui concernent tout le monde au niveau national. Le référendum, le gadget, alors après il y a la question aussi toujours de qui pose la question et comment on la pose et comment les gens... C'est la pratique, Arnaud. C'est la pratique surtout. Un référendum, ça veut dire campagne référendaire. Non mais vous imaginez le truc, c'est qu'on va... Déjà qu'on est dans une séquence politique extrêmement compliquée, on rappelle 300 milliards de dettes, nous n'avons pas un gouvernement qui n'a pas de majorité, qui est obligé de s'appuyer sur des élus socialistes qui pensent exactement le contraire économiquement, sociologiquement, tout du gouvernement qui est aujourd'hui en place, et un président qui a une cote de popularité qui, si elle continue, va creuser le fond de la piscine, et on va lancer une campagne référendaire. Parce que c'est un référendum, il y a une campagne avant. Voilà, donc il faut une campagne, 3 semaines, 1 mois, 2 mois de campagne sur les écrans. Sérieusement, c'est la question. Mais c'est une idée en soi. Il n'a pas dit qu'il allait faire. Ça fait partie des sujets dont il a posé sur la table. Sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Il y a la fin de vie, il y a tout un tas de dossiers. Alors la fin de vie, c'est un autre sujet parce que là, ça touche véritablement à quelque chose de très. Sur la fin de vie, il y a eu une convention citoyenne, un travail colossal qui a été fait. Consensus, non, la convention citoyenne, ça n'existe pas. Et Catherine Vautrin d'ailleurs qui a dit l'histoire du sein du texte. Encore une fois, une convention citoyenne, ça n'existe pas. Y a pas ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on réunit des gens qui pensent à peu près ce que celui qui a posé la question attend comme réponse, et les conventions citoyennes. Mais les conventions citoyennes, ça n'a. Mais non, les conventions citoyennes, je sais pas. Regardons les textes. Il y a quelque chose dans la Constitution qui nous parle des conventions citoyennes. Non, zéro, pot de balle et balai de crin. Il y a rien du tout. On fait des documents, on réunit les gens. Merci pour ce moment. Des groupes de parole, des arbres à palabres, ça ne sert à rien. Et en plus, regardez ce qui s'est passé sur l'écologie. On a réuni que des militants écologistes. Ils ont fait une convention citoyenne sur l'écologie avec des trucs complètement déliants. Puis finalement, on a remis ça dans un placard et on a abandonné. On n'est pas un peu schizophrène à se dire finalement, on aimerait avoir plus la parole. Finalement, quand on propose un référendum, tout le monde dit ça sert à rien. Comment on fait pour Nicolas, question. Le référendum gadget. Oui. Alors, on a l'impression que le président de la République a décidé de mettre en mouvement l'ensemble des articles de la Constitution. Finalement, et quand on regarde depuis quelques mois, il reste plus que l'article 11 et l'article 16 auquel il n'est pas touché. Donc, effectivement, on voit bien que le 11, il fallait bien y passer, c'est le référendum. Pourtant, l'article 11 parle pas des écrans, il parle surtout de l'organisation politique, il parle de la politique économique, de la politique sociale de la nation, de son organisation, éventuellement de la ratification de traités internationaux, et pas des sujets sociétaux, entre guillemets, tels que nous le présente la presse. On ne sait pas d'ailleurs quelles sont les réelles intentions du président. Mais surtout, au-delà de ça, je suis assez d'accord pour une fois avec votre interlocuteur. C'est quand même un peu étrange qu'un président de la République, aussi affaibli, qui a perdu 2 élections coup sur coup en moins d'1 mois,
se représentent devant la nation via le référendum. Que vont en penser les Français? C'est la vraie question. Vous le disiez, Christine, l'important c'est celui qui pose la question. Manifestement, c'est bien le président de la République qui va poser cette question ou ces questions. Et moi, je pense que les Français risquent de prendre cette campagne référendaire comme une forme d'affront institutionnel. Je suis pas sûr que c'est le réflexe institutionnel qu'ils attendaient du président de la République après ce qui vient de se passer dans notre pays depuis 6 mois. Et puis dernière chose, peut-être dire que la dernière fois qu'on a voté pour un référendum, et ça les Français s'en souviennent aussi, c'était en 2005, et on n'a pas respecté ce qui est sorti de la campagne référendaire. Et je pense que là aussi, les Français ont dit parfois qu'ils ont courte vue et courte mémoire. Moi, je pense ils voient loin et bien plus loin que leurs dirigeants, et puis ils se souviennent de tout. Allez, on a un dernier coup de gueule avec vous, Arnaud, avant d'attaquer le prochain. J'ai fait un coup de cœur la semaine dernière. Vous auriez pu faire. Je sais, bah oui. Bon, alors, coup de gueule contre l'interdiction prochaine des FAS. Oui, ou comment une nouvelle fois la France va transposer et même aller plus vite que la législation européenne. Alors de quoi parle-t-on? Les PFAS, ce sont des molécules chimiques que l'on retrouve partout dans nos produits de consommation courante, mais aussi dans l'industrie et dans la médecine. Est-ce dangereux? Certaines, oui. C'est vrai que les PFAS, notamment les toutes petites molécules de PFAS, peuvent être dangereuses. Elles sont très dangereuses, même pour certaines. Et on les appelle d'ailleurs les polluants éternels. Sauf que, de quoi parle-t-on? On parle de 15 000 molécules. En fait, 4 500 dans la consommation courante, mais 15 000 au total, et toutes ne sont pas nocives. Il y a une directive européenne qui s'appelle la directive REACH, qui doit être révisée justement pour analyser l'impact réel de ces 15 000 molécules et ces 4 500 dans la consommation courante. Et ça prend du temps, puisqu'il faut un consensus scientifique pour se dire, celle-là on l'élimine, celle-là on la garde, celle-là on l'élimine, celle-là on la garde. 15 000, il y a un peu de boulot. Sauf que c'était sans compter sur Sandrine Lefeur, qui est la présidente, socle commun pourtant, présidente de la commission du développement durable, c'est-à-dire le cheval de Troie de la plupart des ONG anti-industrielles, anti-nucléaires, anti-tout ce que vous voulez. Évidemment, aucune étude d'impact n'a été réalisée, notamment sur l'industrie. Je parle de 5 000 emplois, par exemple, dans la région Aura. On n'aura pas beaucoup, d'ailleurs, entendu le futur candidat à l'élection présidentielle, monsieur Laurent Wauquiez, s'exprimer sur le sujet. Donc ça veut dire bye-bye les poils téphales, justement, les stènes. Ces petits ressorts qu'on met dans les artères pour les gens qui ont des problèmes circulatoires, les veines artificielles, les lentilles de vue, etc., etc. Cette initiative veut interdire les 14 000 molécules sans discernement et sans attendre les travaux européens. Nous serons en plus les seuls à interdire durablement et totalement ces PFAS, y compris à l'importation. Ce qui va nous poser quand même un certain nombre de problèmes avec nos partenaires. Alors, nous allons enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de l'industrie française qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Il faut revenir à un peu de mesure. Et on a du temps. Nous avons un consensus qui est en train de se faire autour d'une convention qui pourtant n'est pas très gentille. La directive REACH est plutôt assez dure sur cette réglementation. Attendons peut-être de voir ce qui va se passer et ne soyons pas les premiers. Ce n'est pas le seul. On a fait exactement la même chose sur le plastique. On avait reçu sur ce plateau il y a quelques mois le président de Plastalliance qui nous avait expliqué qu'on avait décidé d'interdire le plastique, par exemple, sur les emballages de fruits et légumes. Résultat des courses, il n'y a pas de solution. Et on utilise du carton où dedans, il y a du plastique qu'on ne peut pas recycler. Bravo. C'est toujours la problématique du passage d'un usage à un autre. Effectivement, il faut laisser le temps aussi aux industries. Et après, il y a la question des enjeux de santé publique que l'on ne peut pas ignorer non plus à travers ces molécules. L'effet cocktail, voilà, vous parliez des polluants éternels. Et on a eu les rapports concernant la pollution de nos eaux souterraines et qu'on consomme au robinet. C'est quand même édifiant. Et là, c'est pas les 14 000, ni les 4 500. Il y en a certaines qui, par exemple... Mais on ne peut pas l'ignorer non plus de ce côté-là. Non, bien sûr, mais le problème n'est pas d'ignorer. Le problème était de faire des études d'impact et de se mettre d'accord. Or, il y a un défaut dans la législation française, c'est que nous surtransposons systématiquement. Et en plus,
nous avons, et là en l'occurrence la décision qui a été prise, obéit à un rapport d'une ONG suédoise, où en Suède, on n'a pas fait le boulot qu'on a fait en France, c'est-à-dire de travailler justement avec les industriels des poêles et de l'alimentation. Je donne cet exemple-là parce que c'est celui qu'on connaît le plus, pour justement essayer de traiter les problèmes des FAS. En Suède et en Allemagne, ils n'ont pas ça. Or, on vient de suivre une réglementation qui nous est proposée par une ONG suédoise. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a suivi des décisions d'ONG étrangères comme ça, on a le président de la République qui change beaucoup d'avis, mais qui est passé à la télévision et qui nous a expliqué qu'on allait fermer 14 réacteurs nucléaires. Allez, on s'arrête un court instant parce que l'heure tourne. On va faire une pause. On va dire le coup de gueule contre cette interdiction prochaine des FAS, c'était signé Total. Arnaud Stéphane. Nous, on va s'intéresser à la déclaration de Christelle Morançais, la présidente des Pays de Loire. Elle était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin et elle rêve. Elle dit que nous rêverions tous d'avoir un Elon Musk en France. Qu'en est-il et qu'est-ce que vous en pensez? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie jusqu'à midi de Pierre Martinet, fondateur de Wincorp Security Défense, ancien cadre du service action de la DGSE, Mehdi Reich, analyste politique, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence lanote.com. Parmi les infos, qu'est-ce que j'ai dit? La note de com. J'ai dit la note de com, j'ai dit la note.com, la note de com, pardonnez-moi Arnaud. On vient d'apprendre donc que le député Sébastien Delogu venait d'être condamné à Marseille pour violence aggravée sur un proviseur adjoint du lycée Nord de Marseille et sur une CPE. Le député de Marseille écope d'une amende de 5 000 €. Question, est-ce qu'il peut rester député sur cette question-là derrière ou pas? Rapide, oui, non. Pierre? Il est d'LFI, donc il va rester. Après, il peut faire appel, je ne sais pas. Il va faire appel, je pense, et puis je pense qu'il restera parce que c'est... Nicolas, c'est un mauvais signal. La décision lui appartient, c'est-à-dire que le juge ne peut pas démissionner entre guillemets un député en exercice. Simplement, je pense qu'effectivement la décence et la responsabilité voudraient que de lui-même il prenne une décision dans ce sens-là. Ouais. C'est effectivement un vrai sujet qu'on pourra poser tous ensemble. Allez, on va maintenant ouvrir le dossier Elon Musk qui fascine décidément beaucoup la classe politique française et certains commentateurs. Ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, la présidente des Pays de Loire, Christelle Morançais, qui était l'invitée de Jean-Jacques, l'invité politique, a déclaré, et vous allez l'entendre, qu'on rêverait tous, c'est ce qu'elle dit, d'avoir un Musk à la française. Musk, moi j'ai dit, il est génial. L'entrepreneur, il est génial. Parce qu'aujourd'hui, on rêverait tous d'avoir un Musk français. Réseaux sociaux, voitures électriques, Starlink, oui. Il veut dire que les Américains seront les premiers à marcher sur Mars. Eh bien voilà, nous on a envie de porter aussi la fierté française. Et c'est l'authenticité qui a pu être portée par Trump. Vous avez une forme d'admiration pour ces deux hommes? Mais c'est pas de l'admiration, c'est juste... Oui. Aujourd'hui, c'est l'authenticité, discours de vérité, et puis agir, et puis montrer que c'est possible. Voilà, alors est-ce que Nicolas, comme vous êtes à distance avec nous, je voulais avoir votre analyse sur cette fascination. On rêverait d'avoir un Musk français, je pense que les Xavier Niel et compagnie vont apprécier aussi, hein, c'est des entrepreneurs et des entrepreneurs français qui réussissent. Nicolas, je vous vois sourire, voire même rire. Oui, non, mais j'ai pas très bien compris en fait le sens de l'intervention de notre présidente de région ce matin sur votre antenne. Je comprends pas trop ce qu'elle veut dire. Soit c'est une déclaration pour Elon Musk, qui est quand même un personnage qui n'aime pas beaucoup ni l'Europe ni la France et qui nous l'a suffisamment dit ces derniers temps, et ça m'étonne. Soit c'est un vœu qu'un Elon Musk français émerge, et à ce moment-là, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de candidats. Vous avez cité Xavier Niel, je suis pas sûr qu'il ait très envie de faire une carrière d'Elon Musk. Je finis rapidement par dire que on verra dans quelques mois comment finit l'histoire, mais l'histoire nous enseigne depuis l'Antiquité que les Pygmalions et les riches commerçants ou hommes d'affaires qui ont toujours gravité autour du pouvoir finissent mal. Et je suis pas sûr que la lune de miel entre Monsieur Musk et Monsieur Trump dure si longtemps que ça. Donc voilà. Pardonnez-moi de vous le dire, mais j'ai l'impression quand même qu'on est à un niveau de déclaration politique proche du niveau de la mer, et que j'aimerais bien entendre les femmes et les hommes politiques de ce pays parler d'autre chose que de leur fascination pour Elon Musk. Pierre Martinet. Je suis assez d'accord avec vous, parce que
Je vais prendre la question à l'envers. Moi, est-ce qu'il y a des Elon Musk qui aimeraient venir en France, émerger en France? Parce que la France, jusqu'à preuve du contraire, on n'aime pas ceux qui réussissent, on n'aime pas tellement ceux qui réussissent. On a bien vu les déclarations concernant Bernard Arnault et sa façon de réussir. Et la plupart du temps, les gens ont envie de partir de ce pays pour réussir, parce que la réussite ici, c'est un vilain mot, c'est un gros mot, réussir. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait alors, qu'est-ce qu'on entend? Sa réussite économique ou bien l'individu? Oui, je suis assez d'accord avec aussi la responsable de région qui dit qu'on aimerait bien en avoir. Moi, j'aimerais bien en avoir aussi des gens qui ont ce charisme-là, qui n'ont pas peur de parler, qui ont un peu un mix entre... Les grands capitaines d'industrie français s'expriment régulièrement. Oui, la dernière fois qu'il y en a un qui s'est exprimé, tout le monde lui est tombé dessus. Oui, et en politique, ils ont toujours été des catastrophes absolues. Oui, pas tout le monde. Regardez aujourd'hui, Francis Maire, merci. Ça divise quand même. On est quand même divisé sur le sujet, bien divisé. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des Trump à la française. À la française, encore une fois. Je vais souvent aux États-Unis. Moi, j'y vais 3-4 fois par an. Ça fait très longtemps que je vais là-bas. Moi, je pense à la mentalité surtout. Pas forcément à la réussite. Je pense à cette mentalité-là. Que tout est possible et qu'on a envie de réussir, qu'on n'attende pas de l'État. Et ça c'est un réel problème du bas même le plus petit entrepreneur. Aujourd'hui, ce que je rencontre je rencontre beaucoup de Français aux États-Unis, ils ne veulent surtout pas revenir en France. Mehdi. Je peux rebondir dessus. Déjà, quel Elon Musk on voudrait? Je sais pas, quelle partie de sa personnalité? Est-ce qu'on veut l'entrepreneur? Est-ce qu'on veut un peu le game changer? Est-ce qu'on veut l'entrepreneur qui investit tout le temps, qui veut repousser les limites? Le mec, il veut quand même aller sur Mars. Il a quand même un univers mental aussi assez particulier. Est-ce qu'on veut la réussite de Starlink, de son univers spatial, il le doit quand même à la commande publique américaine. Mais ça a toujours été comme ça aux États-Unis. Voilà. Non, mais ça a toujours existé. Dans tous les domaines. Toujours. Voilà. Toutes les inventions aux États-Unis ont été sur fonds publics. Oui. Mais est-ce qu'on veut le libertarien? J'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut dire. Et pour moi, je trouve sa déclaration assez populiste, même démagogique. Pour moi, il y a la droite française surfe sur le Trumpiste. Il rêve finalement d'un Trumpiste. Qui dit Trump dit Elon Musk. Donc, on met toutes nos billes sur on veut un Elon Musk français. Mais concrètement, est-ce qu'en France, un Elon Musk peut apparaître? Je ne suis pas sûr que l'État, la manière dont tout est centralisé, c'est très difficile d'être entrepreneur, d'entreprendre aujourd'hui, on le voit, c'est très compliqué. Est-ce que ne serait-ce qu'un Elon Musk peut apparaître? Je ne pense pas. Et puis, je vois pas ce qu'elle veut dire. Je comprends pas la manière dont elle amène les choses. Arnaud. Ouais, vous parliez justement de la commande publique par rapport à Starlink. Howard Hughes, on connaît tous. Ouais. Voilà, Howard Hughes a fait sa fortune sur de la commande publique. Et en plus, il a été super fort. Howard Hughes, il a fait de la commande publique qui n'est jamais sortie. C'est-à-dire que tous ces modèles d'avions, il y en a aucun qui a été pris dans l'armée américaine. Je vous apporte aussi un autre élément, la suppression de USAID, l'aide américaine au développement. C'est les agriculteurs américains qui commencent à dire mais nous, on avait des contrats avec des pays pour pouvoir fournir de l'aide alimentaire et aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, ils verront bien aussi. C'est la façon dont c'est fabriqué aussi, quoi. Parce que c'est complexe. Bah oui, c'est toujours complexe. Oui, mais c'est complexe. La simplicité. Mais c'est complexe parce qu'il se trouve qu'en effet, vous avez d'un côté ceux qui décident de communiquer. Et là, je vais parler chiffon. Il y a ceux qui décident de communiquer sur l'étude d'impact négative du démantèlement du USAID. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un certain nombre d'agriculteurs américains, ils ont eux non plus pas besoin de ça, ils ont suffisamment de problèmes. L'agriculture américaine est quelquefois très dure et laisse des gens vraiment sur le côté de la route. Ils avaient besoin de ces contrats pour pouvoir fonctionner. De l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a des millions de dollars qui ont été détournés de missions qui ne sont absolument pas les objectifs du USAID. Voilà. Quand vous avez 17 millions de dollars qui sont donnés pour la diversité au Vietnam, on se demande de savoir c'est quoi le rapport avec la choucroute sur les activités du USAID. Là, c'est pas les agriculteurs américains là qui touchent les 17 millions de dollars. C'est qu'on a fait systématiquement des politiques un peu étranges. Et la liste est longue. Vous trouvez les vidéos hier sur un certain nombre de choses qui ont été décrites par des médias américains, y compris CNN ou d'autres. Là, en l'occurrence, c'était Fox. Il y avait une longue liste de millions de dollars qui avaient été détournés de leur objectif. La deuxième chose, c'est que sur Musk, on n'est absolument pas dans la même configuration que l'Europe. Nous sommes des États-nations avec des vieilles histoires et des fonctionnements tout à fait particuliers. Elon Musk, c'est
ça fait partie complètement de l'univers. Vous parliez de l'univers mental tout à l'heure, de l'univers mental américain. C'est quelqu'un qui vient de très loin, il a plusieurs cultures, il est à la fois sud-africain, canadien par sa mère, je crois, et il a 3 nationalités. C'est quand même incroyable. Il doit avoir une dizaine d'enfants qu'il a eu de manière différente. Dont beaucoup ne veulent plus le voir. Hein. Oui, bien sûr, mais enfin, bon, ça arrive aussi à des gens très bien, des milliardaires français notamment, par exemple. Oui. Hein. Il se trouve, il se trouve qu'il a eu affaire à la GPA, par exemple. Alors là, ça, c'est pas très. On est moins d'accord. On est moins d'accord en France, par exemple, parce que là, en France, mais même aux États-Unis, enfin, je veux dire. La GPA est quand même très utilisée aux États-Unis. Il y a un certain nombre de gens qui sont contre, mais c'est un marché. Or, nous, c'est pas trop notre truc quand même s'il y en a qui poussent, mais pour d'autres raisons, c'est pas vraiment dans le consensus qui se fait dans les populations en Europe, et les études le démontrent, c'est que la GPA, les gens n'y sont pas favorables. Et c'est, encore une fois, lui, il est dans un univers mental de la performance. Voilà. Il est dans la performance. Or, le truc du Dodge, c'est ça. C'est d'aller comprendre pourquoi l'État américain ne fonctionne pas, où est passé l'argent. Ça va plus loin que ça, hein, pardonnez-moi Arnaud. Ils sont rentrés dans le système informatique et ils ont récupéré... sans aucune autorisation, les données fiscales de santé de millions d'Américains. Ils ne sont pas rentrés comme ça avec de nuit avec un pied de biche. Non, je vous assure que si. Alors je vous dis non. C'est documenté, oui. Non, c'est le ministère, du budget qui leur a donné les codes. C'est quand même la différence. Il n'est pas arrivé. Il est en lien direct avec le cabinet du président américain. Oui, d'accord. Mais ils ont récupéré des données confidentielles. Mais c'est un État fédéral. Ça vous fait rêver, super. Et c'est un État fédéral. Vous essayez de mettre le système du fonctionnement c'est pour ça que la question, européen. Est-ce que vous rêvez, oui ou non, d'un Musk français? Moi, non, mais je comprends qu'une droite qui n'a pas de chef, qui n'a pas de projet... Justement, c'est le point. Voilà. En fait, tout ce qu'on peut dire est sur le fond de la guerre, la guerre qui se passe à LR, la guerre des droites. Et on voit qu'il y a une ligne... La guerre des nains. Voilà, qu'il y a une ligne qui commence à émerger, libérale, conservatrice. C'est ce que peut incarner théoriquement Elon Musk dans l'esprit de la droite. Dire qu'à la fois, il veut taper dans l'administration, il veut faire des économies partout. Donc, on rêve d'avoir cet Elon Musk français parce qu'on fantasme l'homme un peu providentiel, libéral, conservateur. Parce qu'on rêve, il y a une... Qui voudrait enfin s'attaquer l'ogre au mammouth qu'il faudrait dégraisser. Et j'ajoute un point sur l'univers mental. L'un des livres les plus lus aux États-Unis, c'est Ayn Rand, La Grève, où on rêve de l'entrepreneur qui casse le réel. Et Elon Musk, il incarne parfaitement ce rôle-là. Il est un héros randien. Donc en fait, c'est pour ça que je trouve ça très démagogique, c'est que pour moi, en fait, c'est juste sur un fond de la guerre des LR, de la guerre des droites. On veut juste incarner un Elon Musk français. Une droite française qui n'a jamais été, quand elle a été aux affaires, et encore une fois, il faut se rappeler, elle était au pouvoir, ne s'est jamais attaquée à la dépense publique et au gâchis. Alors, Christelle Morancet, je vous invite à réécouter son interview sur sudradio.fr. Elle dit beaucoup de choses, justement, et elle soutient Édouard Philippe, candidat 2027, puisqu'elle est effectivement la numéro 2 du parti Horizon. On s'arrête un court instant et on va parler de François Bayrou et cette affaire Betterham. Est-ce qu'il peut être inquiété plus que ça? On va en débattre sans doute d'ici le dernier quart d'heure. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, dernière ligne droite avec Arnaud Stéphane, Nicolas Corato, Mehdi Raïch, Pierre Martinet. On parle de l'affaire Betterham. Alors, tout d'un coup, la France entière découvre ce coin reculé dans le Béarn où est installé donc ce collège-lycée catholique et qui refait surface après les déclarations et les interrogations qui ont émaillé concernant le degré de connaissance des violences physiques et sexuelles commis pendant 30 ans par des prêtres qui enseignent au sein de cet établissement catholique et quel était le degré de connaissance de François Bayrou. Je rappelle les épisodes précédents. Interrogé à l'Assemblée nationale par les députés LFI, le Premier ministre a répondu dans un premier temps qu'il ignorait tout de cette histoire. Sauf que, effectivement, on se rend compte, au vu des éléments qui ont été publiés, y compris par l'entourage du Premier ministre, qu'il avait connaissance d'au moins certains faits. Alors, ce matin, sur Sud Radio, l'un des avocats de la toute première plainte pour viol en 1998 est venu expliquer certaines choses. C'est maître Thierry Sagaret-Docto. Il n'est pas proche de François Bayrou, il ne le défend pas, il défend une des victimes, et voilà ce qu'il a pu dire et expliquer dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Écoutez.
François Bayrou qui répète « Je ne savais rien de ce qui se passait à Betaram ». Mais il a raison. Que pouvait-il savoir ? Il pouvait savoir ce que n'importe quel lecteur des journaux de la presse quotidienne régionale qui se sont fait l'écho de ces deux affaires savait, connaissait. Mais savoir qu'une affaire en cours existe, ça ne veut pas dire que vous connaissez les détails de ce dossier. Il faut savoir qu'à l'époque, la manifestation de la parole était extrêmement difficile. Aujourd'hui, on vous dit il y a 110 plaintes. Oui, mais à l'époque, il n'y en avait qu'une seule, celle du gamin que je défendais. Et 2 ans après, on a une seconde plainte qui émerge et qui va donner lieu également à l'instruction. Mais c'est tout. Il faut ne surtout pas juger 95-98 à la lumière de ce que l'on sait en 2025. Voilà, alors cette histoire est très complexe parce qu'elle s'écoule sur plusieurs années. Il y a plusieurs témoins qui disent qu'ils ont informé François Bayrou à l'époque où il avait différentes missions, à la fois des missions et des mandats nationaux, mais également qu'il était impliqué du côté du Béarn. Mais sur l'aspect politique, est-ce qu'il peut s'en tirer, François Bayrou, d'une telle affaire? Nicolas, on fait tourner la parole. Comment, Nicolas Corato, on peut sortir de ce, on va dire, ce piège finalement de communication? Oui, vous avez raison, Christine. Le sujet, il n'est pas juridique, il n'est pas pénal, il est bien politique et c'est un cas pratique de communication. Manifestement, le Premier ministre n'a pas saisi l'ampleur que pouvait prendre cette affaire et c'est un peu pris les pieds dans le tapis. Parce que ce qu'on peut lui reprocher, je dis politiquement, à minima, c'est peut-être un manque de proximité ou d'empathie avec une affaire qui est un vrai scandale et qui est un drame pour de nombreuses victimes. On parle quand même de viols d'enfants répétés pendant plusieurs années. Et au pire, lui reprocher finalement d'avoir couvert ou d'avoir finalement minimisé ce qui est aujourd'hui l'un des abus sexuels les plus importants qui ait été commis sur le territoire français dans un institut religieux. Donc c'est ça le débat et le sujet politique, il est là. J'entends, il y a un ancien juge d'instruction qui dit qu'il lui en avait parlé, mais d'une certaine manière, le problème il commence dès que François Bayrou, dans l'hémicycle, dit qu'il n'a jamais entendu parler de cette affaire. Et là commence effectivement le débat et peut-être le scandale politique qui peut effectivement très très vite dériver. Ça nous rappelle une histoire qui n'a rien à voir, mais l'idée de dire dans l'hémicycle que vous n'avez rien à voir avec cette affaire, ça rappelle beaucoup l'affaire Cahuzac. On se souvient que M. Cahuzac avait justement été pris dans cette posture de déni. Alors, les affaires n'ont rien à voir, absolument rien à voir, mais politiquement, ça y ressemble un peu dans la manière de justement de ne pas se rendre compte à quel point politiquement les choses peuvent paraître extrêmement choquantes. Arnaud, Stéphane. En vérité, le Premier ministre est pris dans un étau qui est celui de parler, celui de ne pas parler, d'essayer de faire de la communication de crise avec des éléments dont il ignore tout. Parce qu'en vérité, le papier sort dans Mediapart et il est relancé par LFI. On sait comment fonctionne. Alors, si je peux juste me permettre une chose, ce que révèle Mediapart, c'était déjà dans les colonnes de nos confrères de Sud-Ouest il y a 1 an et demi. Très bien, mais il n'y a pas eu de chambre de... Sud-Ouest Béarn, c'est-à-dire que François Bayrou le lit. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas eu des chambres d'écho au niveau national. Et c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Encore une fois, on parle souvent ici, en tout cas c'est un tropisme, des disparus de Lyon, parce que ça a été pendant 30 ans. Ça a été pendant 30 ans, et il y a eu une série documentaire que je vous invite vraiment à regarder, et vous comprendrez que ça fonctionne sur le même système. Toujours et encore, s'appelle La conspiration du silence. C'est sur le site de France 3. Vous pouvez le regarder, c'est admirablement bien fait. Il y a 5 épisodes et vous comprendrez l'ampleur du truc. C'est toujours la même chose. Les politiques qui disent qu'ils sont pas au courant, alors qu'ils gèrent par l'argent qu'ils donnent. Oui, puis c'est des petits territoires. Donc ce sont des territoires où tout se sait quand on habite dans le coin. On sait exactement ce qui se passe. Il se trouve que sa femme a été professeure dans cet établissement. Son fils a été élève là-bas. Tout se sait. Et de rentrer dans l'hémicycle en disant je n'étais pas au courant, le problème c'est qu'ils rentrent dans la logique de ce que fait Mediapart. C'est-à-dire que eux savent. Ils vont distiller au fur et à mesure pour le mettre dans un entonnoir où il va commencer par mentir, par dire non, c'est pas vrai, etc. Et là, la vérité va lui tomber dessus et ça risque d'être très, très, très dommageable pour le Premier ministre. Mehdi, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça serait important. Dans une position politique qui va être très délicate dans les semaines à venir. Une affaire pareille, en plus, ça touche aux mœurs. On parle de viol d'enfants. Et on annonce d'autres plaintes.
Voilà, donc politiquement, ça va être très risqué pour lui. Surtout à 2 ans de la prochaine élection présidentielle, et je pense qu'il voudrait s'y présenter. Et il s'engouffre dans un entonnoir et je ne sais pas comment il va s'en sortir. Effectivement, est-ce que juste rapidement, Pierre, le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, dit qui accuse LFI de faire en sorte de mélanger les dates pour en faire une affaire politique. Oui, mais Tip Pano a fait une vidéo dessus ce matin d'ailleurs. Elle tape dessus, dire qu'ils ont un nouvel os à ronger. Là, pour moi, LFI, ils ont un nouvel os à ronger pendant plusieurs semaines. Et on dit au PS, alors c'est ça, vous le soutenez, c'est voilà. LFI, il y a le jeu politique qui rentre en jeu. LFI veut censurer le gouvernement, veut qu'il tombe, donc ils ont un nouvel axe d'attaque. Ils n'attaquent plus sur l'économie, mais ils veulent l'attaquer sur cette affaire. Un bon cas de figure pour les étudiants en communication politique et nous autres observateurs. Merci à tous les 4, Arnaud Stéphane, Nicolas Corato, Mehdi Raich et Pierre Martinet. Mettez-vous d'accord, se termine. Bonne Saint-Valentin. Hein? Et bonne Saint-Valentin. Mais oui, on les embrasse. Moi, j'embrasse tous les Valentins. Dans un instant, c'est Alexis Poulain sur Sud Radio. Très bonne semaine, très bon week-end et à bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.